Lumière. 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 Lumière sur l'adaptation des mésanges face à l'urbanisation, avec Claire Dufour, maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheuse au laboratoire Biogéosciences. Changement climatique, urbanisation, fragmentation des habitats, l'impact de l'homme sur la biodiversité est surveillé de très près par les scientifiques. Aujourd'hui, nous recevons Claire Dufour sur Sciences en Lumière. Bonjour Claire Dufour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheur au laboratoire Biogéosciences. Vous faites partie de ces scientifiques qui étudient la manière dont les espèces répondent à l'urbanisation de l'environnement. Et vous avez décidé de vous pencher sur le cas de deux espèces de mésanges. La mésange charbonnière, d'abord, reconnaissable à sa cravate noire, puis la mésange bleue, la plus petite des deux. Alors d'abord Claire, pourquoi des mésanges et surtout, pourquoi ces deux espèces particulièrement ? Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce choix de ces deux espèces en particulier. Alors, premièrement, tout d'abord parce qu'elles sont deux. En effet, mes travaux de recherche visent à mieux comprendre comment les espèces coexistent et plus particulièrement comment les espèces écologiquement proches, c'est-à-dire celles qui ont des besoins, des ressources écologiques similaires, peuvent coexister lorsque ces ressources sont limitées dans le temps ou dans l'espace. Donc cela m'amène du coup à la deuxième raison du choix de la mésange bleue et de la mésange charbonnière. Ces deux espèces utilisent donc des ressources similaires et ont des écologies, on dit en fait des niches écologiques, qui sont très proches. Donc pour résumer, en fait, ces deux espèces, la bleue et la charbonnière, nous permettent d'étudier le vivre ensemble malgré les contraintes et je dirais même plus particulièrement le vivre ensemble malgré les contraintes d'aujourd'hui. Et en fait, en effet, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, les nouvelles contraintes anthropiques comme la fragmentation des milieux, les changements climatiques, les invasions biologiques aussi, mais aussi l'urbanisation, vont induire des nouvelles contraintes qui vont peser sur les populations et les espèces. Et ces contraintes vont potentiellement permettre l'évolution des espèces à y répondre. Et en fait, cela n'a échappé à personne. Les mésanges bleues et les mésanges charbonnières, tout en particulier, font partie des espèces qui répondent à l'urbanisation et que l'on retrouve en ville particulièrement. Donc, comme je l'ai mentionné, ces nouveaux milieux entraînent des nouvelles contraintes qui peuvent être comme, on connaît bien les îlots de chaleur, par exemple, la pollution lumineuse ou encore la pollution acoustique qui peuvent remodeler les règles du jeu de la coexistence entre les espèces. Donc, toutes ces raisons nous permettent de choisir en fait la mésange bleue et la mésange charbonnière. Et principalement aussi, j'allais oublier, mais la raison principale aussi, c'est que ces deux espèces de mésanges sont particulièrement faciles à étudier pour des espèces sauvages. Elles sont très abondantes, elles nichent volontiers dans les nichoirs qu'on peut leur mettre à disposition, en ville ou en forêt. Et elles sont très résistantes aux manipulations que l'on peut faire, comme la capture, le marquage ou des prélèvements, ce qui les ont positionnées en fait en position de stars, un petit peu, de modèles d'études étudiés en écologie urbaine. Alors vous l'avez dit, ce sont des oiseaux qu'on retrouve en abondance. C'est des oiseaux qui nous sont familiers, on en croise souvent par chez nous. On imagine pourtant mal pouvoir les approcher. Comment vous faites pour les étudier ? Qu'est-ce que vous analysez chez eux ? Peut-être leur manière de se nourrir, leur reproduction, leur chant ? Alors oui, effectivement, pour peu que l'on tende l'oreille un matin de printemps, on entend la mésange bleue et la mésange charbonnière chanter. Même ce matin d'ailleurs, avec le redoux, on pouvait entendre le cortège d'oiseaux chanter ce matin. Et en fait, paradoxalement, je n'essaie pas du tout de les approcher plus qu'une passante ou qu'un passant alpha. Moi, j'étudie du coup le chant des mésanges. Donc le chant, c'est un trait comportemental qui permet aux individus de marquer son territoire, c'est-à-dire par exemple de repousser les rivaux ou d'attirer les partenaires sexuels.
Et donc, en tant qu'écologue du comportement, j'essaye d'étudier le comportement in natura, c'est-à-dire dans son environnement naturel, sans que les individus ne fassent attention à moi. Et ça, c'est particulièrement difficile, car le comportement est un trait qui est vraiment particulièrement complexe et labile, qui répond très rapidement à des perturbations. Et du coup, en fait, on utilise des micros très perfectionnés, qui sont très directionnels, afin de capter le chant de la mésange à une certaine distance, donc le plus proche possible, mais pas trop proche pour ne pas les perturber. Est-ce qu'à ce jour, vos recherches sur l'impact de l'urbanisation, sur l'évolution et donc la compétition entre ces deux espèces de mésanges ont déjà livré quelques résultats, ou alors faut-il que vous poursuiviez vos analyses ? Alors, ce projet vient tout juste de commencer, donc il est vraiment à ses premiers balbutiements. On a commencé l'an dernier. Et il faut déjà avoir quelques petites notions déjà de l'impact de l'urbanisation sur la pollution acoustique. Donc tout d'abord, la pollution acoustique en ville se manifeste par beaucoup de basses fréquences, c'est-à-dire vous avez beaucoup de pollution dans des sons graves, le trafic routier, des usines. Bon, bien sûr, ça n'est pas vrai si vous allez dans un parc avec tous les bruits d'enfants qui sont plutôt de haute fréquence, mais généralement, la pollution en ville se caractérise par ces sons très graves. Et en fait, du coup, ces sons graves peuvent impacter le chant des mésanges parce que ça va réduire la disponibilité de l'espace acoustique. Donc les mésanges ne pourront plus chanter dans ces basses fréquences et elles vont devoir du coup répondre à cette nouvelle pression. Potentiellement, l'une des possibilités, c'est en augmentant leur fréquence de chant, donc en chantant plus aigu. Sauf qu'il est connu que la mésange charbonnière chante un petit peu plus grave que la mésange bleue, et que cette augmentation de fréquence de chant de la mésange charbonnière très attendue, ça a été montré dans d'autres villes, par exemple en Europe, va entraîner un chevauchement de l'espace acoustique entre la mésange charbonnière et la mésange bleue, et donc une augmentation de la compétition entre ces deux espèces. Et donc nous, ce qu'on étudie là, c'est essayer de savoir est-ce que la mésange bleue et même la charbonnière peuvent répondre à cette pression d'urbanisation. Sinon, il y en a une des deux qui va disparaître, voire les deux. Ce qui ne semble pas être le cas parce que, par exemple, ici à Dijon, on a 50% de mésanges charbonnières, 50% de mésanges bleues. Mais l'autre possibilité, c'est que la mésange bleue, par exemple, réponde à cette nouvelle pression de compétition accrue, potentiellement en développant des nouvelles caractéristiques de chant qui va la différencier de la mésange charbonnière. Donc voilà, en gros, là, la recherche actuelle dans le laboratoire Biogéosciences, mais c'est aussi en collaboration avec l'Université de Lyon et de Montpellier, on a pu montrer qu'il y a vraiment une synergie entre ces nouvelles pressions d'urbanisation, cette pollution acoustique, et la compétition entre les espèces. Et en fait, jusqu'à ce jour, l'écologie urbaine s'est principalement focalisée sur les réponses des espèces à l'urbanisation, mais au cas par cas, et assez peu sur ces mécanismes très fins de la coexistence entre des espèces qui sont écologiquement très proches. Et donc cette étude permet du coup d'initier de nouvelles perspectives sur cette interaction entre l'impact de l'urbanisation sur la coexistence entre les espèces et donc le maintien de la biodiversité. Étudier l'évolution des animaux, des espèces, le changement de fréquence, comme vous l'avez dit, ça prend énormément de temps. En tout cas, ça se passe sur beaucoup de temps. Comment vous faites pour analyser ça ? Là aussi, paradoxalement, en fait, du coup, c'est pour ça aussi qu'on choisit les mésanges, c'est qu'on les entend chanter très facilement de mi-février à, oui, on prend jusqu'à début juin environ, pour avoir vraiment la période de reproduction. Et donc, on fait effectivement, en tant qu'écologue du comportement, j'étudie le comportement principalement sur le terrain. Donc, ça implique du coup des missions de terrain qui engendrent le maximum de données. Donc, c'est effectivement un peu intense, hein, c'est le rôle aussi de notre métier. Et du coup, en fait, on va sélectionner les individus dans des zones plutôt urbanisées, comme des villes telles que Dijon ou Besançon, et des zones plutôt forestières, comme la forêt d'Aussonne et de Chaux, qu'on va pouvoir comparer. Et il faut effectivement des centaines et des centaines d'individus pour avoir un échantillonnage représentatif des populations, sachant particulièrement que le chant et le comportement, comme je l'ai mentionné, est un trait très, très labile. Donc, pour pouvoir voir vraiment des réponses à ces pressions d'urbanisation, il faut un gros effort d'échantillonnage.
Et je ne suis pas toute seule d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est toute une équipe et beaucoup de stagiaires d'ailleurs de Master 2 et on l'espère plus tard de thèse vont participer à ce projet de grande envergure. Oui. Un de vos outils de recherche, c'est donc le champ des mésanges, mais j'imagine que vous en avez un tas d'autres. Qu'est-ce que vous utilisez comme équipement au laboratoire ou alors sur le terrain ? Alors effectivement, le chant, c'est l'un de mes sujets d'étude, mais ça me permet aussi, c'est aussi l'un des objets, un trait d'objet qui me permet de tester aussi le comportement agressif des mésanges. Donc, c'est-à-dire que je peux faire des repasses sur le terrain, en ville ou en forêt, qui nous permettent de voir les modifications. Est-ce que ces modifications du chant obtenus en ville impactent le comportement, par exemple, territorial des mésanges en ville et en forêt, et donc la compétition entre les espèces. Est-ce que les espèces sont finalement, par exemple, la mésange charbonnière, est-ce qu'elle serait plus agressive envers la mésange bleue en ville ou non ? Et donc voilà, le chant, en fait, on le décortique et on l'utilise comme objet pour après tester justement le comportement. Et effectivement, comme je l'ai dit, je travaille dans une équipe de recherche qui étudie la mésange depuis au moins 15 ans. Et donc, dans cette équipe de recherche, ils étudient aussi les traits de reproduction. En gros, tous les traits liés à la vie de la mésange, c'est-à-dire la reproduction, le régime alimentaire, mais aussi le parasitisme, à l'aide de nichoirs que vous pouvez retrouver en ville. Il y a à peu près entre 300 et 400 nichoirs, par exemple, dans la ville de Dijon, mais aussi dans la forêt d'Aussonne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement la mise en lumière et l'articulation de toutes ces recherches, de tous ces traits en reproduction, en régime alimentaire, mais aussi en comportement, qui permet à nous, chercheurs, de mieux décortiquer, de mieux comprendre comment les espèces peuvent répondre aux changements actuels, qui sont globaux et assez violents pour elles. Mais alors justement, donc vous travaillez sur le champ des mésanges. Est-ce que vous êtes la seule à travailler sur cette thématique-là ou vous êtes accompagnée par d'autres scientifiques ? Oh là là, alors non, absolument pas. Je suis absolument pas la seule à travailler sur le champ des mésanges. D'ailleurs, la mésange est un super modèle d'étude en bioacoustique. C'est probablement l'une des premières à avoir été étudiée, décortiquée, analysée. Là, le point novateur, enfin nouveau du moins de ce projet, c'est vraiment d'articuler les contraintes d'urbanisation avec la compétition interspécifique entre la mésange bleue et la mésange charbonnière. Mais la bioacoustique sur le champ est une approche pionnière, même je dirais, de l'écologie en général. Et donc vous partagez vos données avec beaucoup d'autres scientifiques. Alors, des données, vous pouvez retrouver effectivement d'énormes bases de données où vous pouvez capter en fait des sonagrammes, c'est-à-dire c'est le graphique du champ de chacune des espèces. Là, c'est un petit peu plus particulier parce que on n'utilise vraiment que la bleue et la charbot. Donc en fait, les différences entre le milieu urbain et le milieu forestier est attendu être assez fine. Et donc ça nécessite une grosse étape d'analyse statistique. Après avoir été crapahuté sur le terrain, vous revenez au labo sur votre ordinateur, vous analysez tous ces sonagrammes et ça, vous le faites sur des outils d'analyse statistique, effectivement. J'aimerais aussi rajouter le fait que malgré que la bioacoustique, l'étude de la bioacoustique sur les mésanges n'est pas du tout nouvelle, les approches et les questionnements peuvent être novateurs, comme il y a par exemple il y a quelques mois ou moins d'une année des thèses qui sortent sur désormais le champ des femelles, par exemple, des femelles de mésanges bleus. Or, on a un a priori très très ancré que ce sont que les mâles qui chantent. Et donc, c'est aussi le travail de l'écologue de déconstruire des a priori et d'avoir un regard un peu critique sur ce qui peut être fait vers le futur. Alors, comment est-ce qu'on devient écologue ? Quel a été votre parcours avant d'étudier les mésanges ? Alors là, c'est une très vaste question. Alors, je pense qu'il y a déjà deux qualités à avoir. Deux qualités. Il y a 2 points, du moins, c'est le travail, beaucoup, et la persévérance, énormément, je te dirais. Alors moi, si je retrace mon parcours, j'ai fait une licence de biologie générale à l'université de Reims.
Ensuite, je voulais vraiment étudier le comportement, donc je suis partie à l'université de Rennes, en Bretagne, faire un master donc, d'écologie générale et évolutive et comportementale, du coup. Et là, j'ai pu étudier la coexistence entre deux guêpes parasitoïdes. Donc c'est là où est né, en fait, mon amour, finalement, pour ce trait comportemental. Donc c'était vraiment une étude en laboratoire et j'avais vraiment envie de découvrir le monde du terrain, l'écologie de terrain. Donc j'ai pu avoir une bourse ministérielle après pour aller à l'université de Montpellier, où là j'ai travaillé 3 ans sur 2 espèces de souris en Afrique du Sud, donc avec beaucoup de terrain. Là aussi, un point d'orgue était d'étudier le comportement in natura, donc naturel. Donc là, on a développé des techniques, on a utilisé plutôt des techniques de radiotélémétrie pour bien comprendre le comportement spatial sans perturber les individus. Et ensuite, du coup, j'avais envie aussi d'inclure un peu plus les pressions anthropiques dans ces mécanismes de coexistence. Donc, j'ai obtenu une bourse pour aller à l'université d'Harvard, dans le Losos Lab, où j'ai pu étudier pendant plus de 3 ans la coexistence entre une espèce invasive et une espèce native de lézards du genre Anolis sur l'île des Caraïbes et aussi au Costa Rica. Donc là aussi avec beaucoup de terrain. Et là encore, donc c'était sur une communication plutôt visuelle. Et là encore, on a développé des techniques telles que la robotique pour étudier le comportement vraiment directement sur le terrain de ces lézards. Et c'est un projet qui est toujours en cours. Donc c'était avec l'université d'Harvard et le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ensuite, je suis retournée à Montpellier pour m'imprégner un peu plus dans une équipe quasi 100% mésange, en fait, pour m'imprégner un peu plus de ce nouveau modèle d'étude que je trouvais très intéressant, de par déjà sa proximité aussi, c'est important. Mais aussi, j'avais envie de découvrir un peu plus la communication acoustique. Et puis ce modèle est juste formidable, tellement qu'il est manipulable et en abondance. Et j'ai pu décrocher enfin le poste de maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne, où j'ai pu vraiment commencer, donc l'an dernier, ce projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années, sur la coexistence entre la mésange bleue et la mésange charbonnière. Alors, vous l'avez dit, Claire, vous n'avez pas travaillé que sur le champ des mésanges, et vous avez aussi travaillé sur des reptiles, des rongeurs, des guêpes. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est sur quoi allez-vous travailler prochainement ? Bon, alors le projet Mésange, il est vraiment à ce premier balbutiement, mais du coup, j'aimerais vraiment passer plusieurs années sur ce modèle d'étude, parce que c'est pas non plus anodin de changer de modèle d'étude. Il faut vraiment s'approprier les techniques et les approches, mais c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment ma question de recherche qui guide en fait mes choix de modèle d'étude. Et c'est toute la beauté aussi de ce métier. En fait, je ne sais pas vers où la question va me mener, vers quel modèle d'étude, vers quelle contrée, quel pays ou quel terrain. Mais pour sûr, il y aura toujours une petite part mésange, de par déjà sa proximité et sa facilité d'étude. Merci beaucoup Claire Dufour de nous avoir éclairé sur vos recherches sur le champ des mésanges. À très bientôt. Merci, au revoir. C'était Lumière sur l'adaptation des mésanges face à l'urbanisation avec Claire Dufour, maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheuse au laboratoire Biogéosciences.